Nous sommes en 1997. John Trainer, qui est alors âgé de 20 ans, rencontre Joanne Dennehy, 15 ans, dans un parc près de chez lui. En fait, elle s'est approchée de moi pour voir mon chien. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est grâce à mon chien que cette histoire a commencé. Sans lui, elle serait sûrement passée sans s'arrêter. L'entente est immédiate. Ils semblent avoir de nombreux points communs. Pour être tout à fait honnête avec vous, mon enfance a été aussi chaotique que ma relation avec Joe. C'est aussi simple que ça. Je pourrais résumer en disant qu'elle m'a aidé à sortir de la situation dans laquelle j'étais depuis 3 ans. John Trainor et Joanne Dennehy ont commencé à se fréquenter quand elle avait 15 ans. Lui en avait 5 de plus. Quoi qu'on en pense, il était nettement plus âgé qu'elle et elle était encore mineure. Mais ils étaient tous les deux prêts à briser cette convention. À l'époque, je me posais pas de questions sur notre différence d'âge. Les gens insistent toujours là-dessus, mais pour moi, ça n'avait aucune importance. Il n'y a quasiment rien eu de sexuel entre nous avant ses 16 ans. On peut se retrouver dans une relation avec quelqu'un comme Joanne Dennehy avant même de se rendre compte qu'on a pris cette décision. Et dans certains cas, on peut avoir beaucoup de mal à y mettre un terme. Le couple brûle les étapes. Très vite, John rencontre les parents de Joanne et en tire l'impression qu'ils forment une famille heureuse. Elle adorait son père. C'est le sentiment que j'ai eu. Et elle n'aimait pas tellement sa mère. Pour moi, ce sont des faits. C'est la vérité. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et c'est ce que je l'ai entendu dire. Mais je ne pouvais pas me transformer en insecte pour les observer. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait entre elles quand je n'étais pas là. Je peux seulement vous expliquer comment elle était avec moi. On avait une relation normale, on allait au cinéma quand j'étais libre le week-end, on passait du temps ensemble, on ne faisait rien de spécial. A priori, tout allait bien, jusqu'au jour où son père m'a dit qu'elle avait brûlé ses manuels et sauté par la fenêtre d'une classe après avoir bu. Elle avait apporté de l'alcool au lycée pendant ses examens. J'ai appris qu'elle allait déjà boire et fumer au parc avant notre rencontre. Quand elle était petite, Joanne n'avait pas de problème particulier. C'est seulement en entrant dans l'adolescence qu'elle a commencé à avoir un comportement dysfonctionnel. Elle s'est mise à consommer de la drogue et de l'alcool et à fréquenter des garçons plus âgés. On voit qu'elle était sur une mauvaise pente. Ce sont les premiers signes de ce qui va se passer par la suite. Les deux jeunes gens doivent rapidement faire face à une première difficulté. Juste avant ses 16 ans, elle a dû quitter sa maison. Peut-être qu'elle n'avait pas respecté les règles fixées par ses parents. Elle est partie en disant qu'elle ne reviendrait pas. C'est sa mère qui l'a mise à la porte. Elle lui a dit de s'en aller. Et comme la mienne ne voulait pas l'accueillir, on a vécu dehors pendant environ 1 an. Qu'ils se retrouvent tous les deux à la rue, premièrement, ça montre qu'ils étaient naïfs et deuxièmement, incapables de se prendre en main. Il n'avait que 20 ans, il était encore très jeune. Et selon ce qu'il a laissé entendre, elle était plus dominante et résolue que lui. Toutes ces situations, c'est elle qui les a provoquées. Elle avait les moyens et les soutiens nécessaires pour s'en sortir. Mais elle préférait cette vie-là. Je pense qu'elle se sentait plus heureuse dans ce monde moins structuré, où les gens n'hésitaient pas à enfreindre la loi. Et ça lui donnait aussi la possibilité de manipuler son entourage pour qu'il la suive dans cette voie. On ne savait pas où on dormirait le lendemain, si on aurait à manger, si on pourrait rester propre. Voilà comment c'était entre nous. Ça a commencé comme ça. On vivait chacun de son côté à Redbourn, on sortait ensemble. Tout d'un coup, on est devenu SDF. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Au bout d'1 an, le couple trouve un logement social. Quand on est à la rue depuis 1 an, avoir un toit au-dessus de la tête, c'est comme un miracle. La première nuit, il n'y avait ni lit ni meuble, mais il y avait une porte qu'on pouvait fermer. On avait une clé, on pouvait mettre le chauffage, prendre un bain. Ce sont des petites choses qui rendent heureux. C'est une vie plus confortable. Peu de temps après, à seulement 17 ans, Joanne tombe enceinte du premier de leurs 2 enfants. Elle n'a pas bu ni fumé pendant ces 2 grossesses. Ça reste la meilleure chose qu'elle ait faite pour les filles depuis leur naissance.
Quand elle donnait un coup de pied dans son ventre, elle m'appelait pour que je le sente et que je le voie. On achetait des affaires pour le bébé. Ça a été la même chose avec nos 2 filles. On avait hâte qu'elles naissent. Joanne avait des problèmes d'addiction et un mode de vie chaotique. Mais quand elle a appris qu'elle attendait un bébé, elle a arrêté de boire et de prendre de la drogue. Ça montre premièrement qu'elle avait la capacité d'affronter ses démons et deuxièmement qu'elle voulait dans une certaine mesure que son enfant soit en bonne santé. Quand ma fille est arrivée, tout a changé. Quand elle était enceinte, elle était très heureuse. Mais à partir du moment où elle a accouché, c'était tout le temps « Tiens, John, occupe-toi d'elle ». Joanne confie souvent ses enfants à son compagnon pour pouvoir de nouveau sombrer dans l'alcool et la drogue. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale psychopathique. C'est une pathologie très grave. Les psychopathes ont beaucoup de mal à faire passer les autres avant eux, parce qu'ils considèrent que personne n'est plus important qu'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils auront tous tendance à négliger leurs enfants ou à les maltraiter, mais en général, ils comptent moins à leurs yeux que leur propre personne. Et ça peut avoir certaines conséquences. Le deuxième parent doit parfois assumer l'essentiel de leur éducation. C'est lui qui doit leur donner de l'affection et prendre soin d'eux. Elle me trompait. Elle sortait boire, elle ne jouait pas son rôle de mère. Quand un homme traite une femme comme ça, elle peut partir avec les enfants et le rayer de sa vie. C'est ce qui arrive en général. Mais dans la situation où j'étais, si je l'avais laissée avec les petites, allez savoir ce qui serait arrivé. Je n'avais aucune envie de les séparer de leur mère. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Au cours des 13 ans qui vont suivre, Joanne Dennehy va devenir de plus en plus incontrôlable. Elle se sentait plus à l'aise en marge de la société et avec les gens qui brisaient les règles, contrairement à sa famille. On peut peut-être en déduire qu'elle avait ça en elle depuis toujours. Comme on vivait dans une petite ville, tout le monde savait ce qu'elle faisait. De la maison d'à côté jusqu'à la rue principale, parce que c'est là qu'elle passait la plus grande partie de son temps, dans les pubs. J'en avais marre d'entendre des gens me raconter qu'ils l'avaient vue à tel endroit et qu'elle s'était encore embarquée dans une nouvelle histoire. Je pouvais plus le supporter, c'était au-dessus de mes forces. Elle a rendu cette ville complètement invivable. En 2009, John déménage avec les enfants. Joanne Dennehy souffrait d'un tel trouble de la personnalité qu'elle a probablement enfreint la loi toute sa vie. Vol, petits délits, consommation de drogue et toutes les choses qui vont avec. Elle se sentait surpuissante, capable de tout, supérieure à tout le monde. Elle ne voyait aucune raison de s'empêcher de tuer quelqu'un. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Je ne l'ai pas abandonnée en me disant qu'elle finirait par assassiner quelqu'un. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais qui m'aurait cru? On peut avoir le pressentiment que quelqu'un va commettre un meurtre. Mais on ne peut pas en être certain. Comment on reconnaît un tueur en série? Le 19 mars 2013, Joanne Dennehy fait une première victime. Lukas Slabozewski, un homme qu'elle vient de rencontrer. Elle l'a attiré dans son appartement en lui faisant croire qu'elle allait coucher avec lui. Elle lui a demandé de se bander les yeux. Elle l'a poignardé une fois en plein cœur et elle a mis le corps dans une poubelle à roulettes. C'est le moment de vérité pour elle. Elle s'est toujours procuré des frissons en se demandant ce que ça ferait de tuer quelqu'un. Mais c'est à cet instant qu'elle va franchir la ligne rouge. Elle aimait le sadomasochisme, mais elle ne savait pas encore si elle prendrait du plaisir à tuer un être humain. Joanne Dennehy, qui a pourtant montré le corps de sa victime à un adolescent, semble ne pas avoir à s'inquiéter. La police ne se doute encore de rien.
Imaginez la frustration qu'elle a dû ressentir. Elle l'a déposé dans une poubelle, mais personne ne s'en est rendu compte. Donc elle est revenue et elle a appelé quelqu'un comme pour dire « Regarde ce que j'ai fait ». Elle voulait qu'on découvre sa victime. Elle voulait que ce soit le chaos autour d'elle. Elle voulait qu'il y ait une enquête. 5 ans avant que cette folie meurtrière ne s'empare d'elle, son compagnon l'avait quittée en emmenant leurs 2 enfants. Je m'en suis probablement voulu d'avoir fait ça, d'être parti avec mes 2 filles. C'est peut-être l'une des raisons expliquant ce qu'il s'est passé ensuite. Je ne sais pas. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour elle et pour moi. Donc j'ai pris la décision qui s'imposait. J'avais enduré tout ça pendant 10 ans. Ça m'avait suffi. Suite à cette décision, John découvre le quotidien d'un père célibataire. Je ne vais pas prétendre que ça a été une partie de plaisir, que ça a été très facile. Mais ça m'a plu. Je n'ai eu aucun gros problème à part avec leur mère. Je ne dirais pas que c'était dur. Non, j'étais très heureux. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Malgré leur séparation, il revoit parfois Joanne au cours des années suivantes. Il semblerait qu'ils aient eu une relation par intermittence pendant un certain temps. Elle revenait vers lui dès qu'elle n'avait plus de problème à régler, entre ses brefs séjours en prison. Selon John, elle venait en quelque sorte s'offrir une période de calme. Mais comme elle ne pouvait pas supporter cette vie, elle finissait toujours par s'en aller. Un jour, je suis tombé sur elle dans un parc alors que je ne l'avais pas vue depuis 3 mois. Elle portait des chaussures et un manteau d'homme. Elle sentait très mauvais. Elle était dans un sale état. Je n'avais qu'une seule envie, la sortir de là. Voilà ce que j'étais pour elle, une couverture de survie. Ça ne durait pas longtemps. Elle venait quand elle s'était mise dans une mauvaise passe. Elle m'utilisait pour avoir une soirée tranquille, prendre un bain et elle repartait. C'est par sa faute qu'elle se retrouvait dans toutes ces situations. Elle faisait ses propres choix, éventuellement sous l'influence de l'alcool et de la drogue. En 2013, quand elle tue pour la première fois, Joanne vit dans un appartement à Peterborough. Sa 2e victime sera son colocataire. Elle a très probablement assassiné John Chapman dans son sommeil, alors qu'il était complètement sans défense. On sait qu'il était alcoolique. Après son passage dans la marine, il avait malheureusement succombé à cette addiction. Elle s'est attaquée à un homme qui ne pouvait pas se défendre. Quand on l'a interrogée, elle a laissé entendre qu'elle l'avait tué parce qu'il avait refusé de sortir de la salle de bain tandis qu'elle s'y trouvait. Ça signifie que pour elle, on pouvait donner 5 coups de couteau à une personne qui s'obstine à rester dans une salle de bain. Mais on ne pouvait pas profiter de sa vulnérabilité et la tuer dans son sommeil. C'est vous dire à quel point elle avait l'esprit tordu. Au lendemain du meurtre de John Chapman, Joanne Dennehy jette son dévolu sur Kevin Lee, le propriétaire de son appartement, un homme marié qui est aussi son amant. Comme il lui avait procuré un logement, elle lui rendait service en l'aidant à récupérer le loyer des locataires qui ne payaient pas à temps. Et il est devenu son ami, mais surtout par compassion. Elle lui a raconté qu'elle avait tué son père parce qu'il avait abusé d'elle, ce qui était faux, bien sûr. Elle lui a aussi dit qu'elle avait causé la mort d'un immigré, qu'elle avait écrasé une personne et qu'elle avait déclenché un incendie qui avait fait 2 victimes. Visiblement, le fait de se présenter comme une tueuse en série ne lui posait aucun problème. Quand on est mythomane, il est presque impossible de ne pas mentir. On ne peut pas dire la vérité. On ne sait plus différencier le mensonge de la réalité. On crée son monde au fur et à mesure. Donc, quand elle raconte des histoires sur son enfance, sur les mauvais traitements qu'elle aurait subis, c'est dans ce contexte-là. C'est ce qu'on peut attendre d'une personne telle que Joanne Dennehy. La jeune femme est de nature impulsive, mais elle sait toujours trouver des excuses. C'était la faute d'un tel, de ceci, de cela. Moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Je pensais que c'était uniquement à cause de l'alcool. Tout ce que je voyais, c'est qu'elle buvait beaucoup. Et elle semble être en train de prendre l'ascendant sur Kevin.
Elle lui a envoyé un message pour lui dire qu'il fallait qu'il s'habille bien et qu'elle allait coucher avec lui. Elle précisait qu'elle voulait un rapport sadomasochiste. Et apparemment, il était d'accord. Elle l'a tué de 5 coups de couteau au cœur. Elle lui a perforé le cœur et les poumons. Kevin Lee est sa 3e victime. C'est avec lui qu'elle commence un peu plus à jouer avec le corps des victimes et à aimer ça. Ça laisse penser qu'elle y prend de plus en plus de plaisir. À chaque meurtre, le frisson qu'elle a ressenti la première fois se dissipe un peu, donc elle doit en faire plus. C'est pour cette raison qu'elle va aller encore plus loin en le plaçant dans une position humiliante et en l'habillant. C'est une façon pour elle de continuer à éprouver les mêmes sensations. Il y avait 2 corps dans 2 appartements différents. Elle a mis Kevin Lee dans une voiture, elle a roulé, elle s'est débarrassée de lui, et puis elle est revenue chercher Chapman. Elle a déposé le corps de Kevin Lee près de Newborough, à un endroit différent de celui choisi pour les 2 autres victimes. Celui de John Chapman, elle l'a laissé dans le même coin que Lucas, sa première victime, à Thorndyke. Le 30 mars 2013, le corps de Kevin est retrouvé vêtu d'une robe à paillettes. Monsieur Kevin Lee était dans un fossé près de Peterborough. Il portait des vêtements de femme et il était dans une position étrange. De nombreuses personnes ont suggéré qu'il avait délibérément été placé comme ça, et probablement par mademoiselle Dennehy. Les corps de John Chapman et Lucas Zlabozewski seront découverts 4 jours plus tard. Après avoir tué 3 hommes en très peu de temps, elle est partie en cavale. Elle a pris de la drogue, bu de l'alcool et fui la police. Elle s'est amusée. Elle a pris du bon temps. Elle voulait sûrement fêter les 3 meurtres qu'elle avait commis de façon si cruelle. John Trainer va bientôt être mis au courant des crimes de son ex-compagne. La police m'a appelé et ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Je ne savais pas qu'il la recherchait depuis une semaine. 2 minutes plus tard, on frappe à ma porte et je vois une vingtaine de journalistes, avec des caméras. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'elle avait fait. Mars 2013, Joanne Dennehy a pris la fuite après avoir fait 3 victimes. Elle fait partie de ces individus qui prennent beaucoup de plaisir à tuer. Si elle a choisi 3 hommes qui étaient proches d'elle, c'est avant tout parce que ça rend les choses plus faciles. Une personne qui vous connaît ne se méfie pas. Il est plus facile de s'isoler avec elle ou de la mettre dans une situation où elle sera vulnérable. Mais quand on a commis 3 assassinats, on sait que le temps presse. Et ses pulsions meurtrières devaient être de plus en plus fortes. Elle aimait tuer, parce que ça lui permettait de ressentir cette sensation de contrôle absolu et de destruction qui lui plaisait tellement. John Trainer a entretenu une relation avec Joanne pendant 10 ans, mais elle s'absentait souvent du foyer familial pendant de longues périodes. Partir travailler et ne revenir qu'1 an et demi plus tard, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ensuite, elle faisait toujours de grandes déclarations. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner. C'était toujours excessif. Elle faisait ce qu'elle voulait sans penser aux conséquences. Et comme on l'a vu, elle n'avait aucun scrupule à blesser les gens autour d'elle. Avant de devenir une meurtrière, elle avait commis des délits mineurs. Elle était allée plusieurs fois en prison pour de petites infractions. Rien de trop sérieux. Mais elle a aussi été arrêtée pour s'être montrée violente envers un homme. C'était la première fois qu'elle commettait une grave infraction. Ça lui avait valu 14 semaines de détention. Elle m'a dit qu'elle avait blessé ou attaqué quelqu'un avec une barrette à cheveux. Et qu'elle avait volé quelque chose. Je ne peux pas vous dire ce que c'était. C'est la vérité. Je ne sais pas. Quand elle a été absente pendant 1 an et demi, je sais qu'elle a passé un certain temps en prison. Et je crois même qu'elle a été internée en hôpital psychiatrique à un moment.
Joanne souffrait d'un trouble de la personnalité très important qui engendrait des psychoses. Ça se manifestait par de l'anxiété, de l'agressivité et un comportement imprévisible. Elle pouvait notamment s'en prendre à des hommes. Et sur le plan sexuel, elle avait des conduites déplacées avec eux. Ce qui l'excitait, c'était de les humilier ou de les blesser quand elle couchait avec eux. À sa sortie de prison, elle était censée s'installer dans un centre d'hébergement. Mais je ne l'ai appris que quand elle me l'a avoué plusieurs semaines plus tard. Donc elle est revenue vivre avec nous, et quand elle a été convoquée au tribunal, j'ai témoigné en sa faveur. C'est en partie grâce à ça qu'elle n'est pas retournée en prison après s'être enfuie. J'ai dit qu'elle voulait recoller les morceaux avec ses enfants et être une bonne mère. Et ils l'ont autorisée à rentrer à la maison. Cependant, la relation du couple est loin d'être stable. Et tandis que leur fille aînée grandit, Joanne adopte un comportement de plus en plus inquiétant. Elle menaçait mes amies femmes. À l'école, j'ai été convoqué. Il y avait une assistante sociale, le directeur, le professeur de ma fille. Ils m'ont dit qu'elle ne pouvait plus emmener ou venir chercher notre fille avec moi parce qu'elle était agressive avec les gens à qui je parlais. Voilà comment elle était. Il fallait qu'elle décide de tout. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais elle trouvait tous les moyens possibles de me contrôler. On sait que quand John discutait avec les mamans à la sortie de l'école, Joanne les intimidait. Elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les éloigner. Il y avait deux raisons à cela. Tout d'abord, elle voulait que John soit isolé, qu'il n'ait personne sur qui compter. Les violences conjugales touchent plutôt les gens qui sont seuls. Mais ça montre aussi qu'elle se méfiait des autres femmes. Elle imaginait qu'elles avaient le même fonctionnement psychologique que le sien. C'était une prédatrice. Elle voyait le monde à travers les yeux d'une prédatrice. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Quand c'est mis en place par un psychopathe, on se retrouve doublement piégé. La plupart du temps, il était tout seul pour s'occuper de ses enfants. Et en plus, il devait supporter tout ce que Joanne Dennehy pouvait lui infliger. Elle faisait tout pour l'humilier. Mais elle n'était même pas capable de s'en rendre compte. De toute façon, ça ne l'aurait pas dérangée, parce qu'elle ne pensait qu'à elle. Et qu'elle voulait mener cette vie chaotique. Comme je vous le disais, la façon qu'elle avait de jouer avec ma fille aînée, c'était de jeter des cailloux sur des voitures ou de la pousser dans un fossé. Ce n'était pas une relation classique entre une mère et sa fille. En 2006, le couple a un deuxième enfant. Mais cela ne suffira pas non plus à apaiser la fureur de Joanne. Elle arrivait avec des aiguilles qu'elle s'était plantées dans les bras. Ça la faisait saigner. Elle avait une mini-jupe en jean, elle s'était tailladé les jambes et là aussi il y avait du sang. Elle portait des bottes. C'est cette nuit-là qu'elle a pris un couteau et qu'elle l'a planté dans le sol. Mes enfants étaient couchés. Quand on se retrouve dans cette situation, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle prenait du plaisir à faire souffrir les autres. Je ne pense pas qu'elle s'automutilait parce qu'elle aimait la douleur. Ce qui était en jeu, c'était le contrôle et le manque de contrôle qu'on ressent au quotidien. Affirmer qu'elle se blessait parce qu'elle appréciait la douleur, ça me paraît trop sain. Je pense qu'elle aimait beaucoup plus faire mal aux autres. C'est ce soir-là que tout a basculé. C'est là que je me suis résolu à prendre les choses en main. Je me suis dit, je ne peux rien faire pour elle. Elle ne s'occupe pas de ses enfants. Je m'en vais. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de la quitter dès le lendemain. Ça a été la goutte d'eau. Je suis parti. Suite à cet incident, John ne reverra plus jamais Joanne. Et ce n'est que 5 ans plus tard, et suite aux différents meurtres qu'elle a commis, qu'il aura à nouveau de ses nouvelles. On pourrait très facilement classer Joanne Dennehy parmi les tueurs en série, parce qu'elle a effectivement commis plusieurs assassinats. Après un meurtre, un tueur en série entre dans ce qu'on appelle une période de refroidissement. Quand la rage ou tout ce qui peut le pousser à éliminer quelqu'un s'accumule jusqu'au point d'ébullition, il finit par passer à l'acte. Mais ensuite, il redevient quasiment quelqu'un de normal.
Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé dans ce cas précis. On a plutôt affaire à une tueuse à la chaîne. Ce sont des gens qui vont enchaîner les meurtres durant un certain laps de temps et qui ne se calment jamais. Ils sont constamment dans cet état émotionnel qui les incite à tuer. 2 avril 2013. Afin d'échapper à la police du comté de Cambridge, Joanne Dennehy s'est rendue à Hereford, 200 km plus à l'ouest. Elle a décidé de partir à la recherche d'une 4e victime. Ça fait plusieurs jours qu'elle est déchaînée. Elle n'a tué personne et elle a de nouveau cette envie de meurtre au fond d'elle. Et elle tombe sur Robin Bereza. Elle lui dit qu'elle va le tuer. Mais elle ne va pas jusqu'au bout, parce qu'une voiture arrive à ce moment-là. Donc, elle s'arrête, sourit et fait un geste au conducteur. Puis elle remonte dans sa voiture et s'en va avant qu'on puisse soupçonner quelque chose. Joanne est en compagnie de 2 amis. L'un d'entre eux se nomme Gary Stretch. Gary sait qu'il doit lui trouver une autre victime pour qu'elle puisse avoir son frisson, si vous voulez. Donc, ils se garent dans une impasse où ils vont croiser John Rogers. Elle va lui donner une 30aine de coups de couteau. L'attaque est d'une violence inouïe. Elle est absolument certaine qu'il est mort. Les 2 dernières personnes à qui elle s'en est pris ont survécu. Ce n'est évidemment pas ce qu'elle voulait. Son but était de tuer. Mais on peut sans aucun doute affirmer qu'elle prenait aussi du plaisir à traquer ses proies et à faire le nécessaire pour les éliminer. Pour les enquêteurs, Dennehy et Stretch sont désormais les principaux suspects du meurtre de Kevin Lee. La jeune femme est appréhendée le 2 avril 2013, 20 minutes après avoir poignardé sa 2e victime de la journée. Elle est immédiatement conduite au commissariat central de Hereford. Quand elle a été arrêtée, elle a commencé à flirter avec les agents. Elle se passait la main dans les cheveux. Et quand on lui a expliqué de quoi elle était accusée, elle s'est montrée très désinvolte. Elle leur a dit « meurtre et tentative de meurtre, c'est pas bien grave ». Looks good. Thanks, Matt. That makes me feel so good. Real sexy. It's not a t-shirt, it's a tent. Joanne, signature from you that we've got your property. Right, so what am I up for? Attempted murder and murder. You've been arrested on suspicion of attempted murder and murder. Could be worse. Quand elle s'est retrouvée au poste, elle n'a pas manifesté d'anxiété ou d'inquiétude. Elle n'avait aucun remords. Elle était extrêmement calme. On dirait presque qu'elle y prend du plaisir. Elle essaie de séduire les agents, elle est souriante, elle se penche sur le bureau de façon très provocante. On rencontre rarement des gens comme Joanne Dennehy parce que c'est ce qu'on peut appeler une vraie psychopathe. Elle veut que les gens sachent ce qu'elle a fait. Ça l'excite. Là où quelqu'un comme vous et moi aurait peur ou se mettrait à paniquer, elle ressent des sensations agréables. C'est comme une drogue pour elle. Et c'est pour ça qu'elle adopte des comportements extrêmes. Tuer des personnes, fuir la police. Elle est incapable d'agir comme un être humain équilibré. Cette personne qui se tient debout face à la caméra et qui agit de cette façon, c'est vraiment elle. Dans cette vidéo, vous la voyez telle qu'elle était avec moi. Quand Joanne Dennehy a été inculpée de meurtre et tentative de meurtre le 2 avril 2013, John, son ex-compagnon, a dû annoncer à ses 2 enfants que leur mère était une criminelle. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je ne suis pas entré dans les détails, mais je leur ai dit la vérité. C'est la seule chose à faire. Dire la vérité.
C'est comme ça que j'ai géré la situation. J'ai laissé de côté tout ce qui aurait pu être choquant. On verra quand elles seront plus grandes. De toute façon, quand elle l'a su, ma fille aînée a décidé de faire des recherches sur Internet. En tant que parent, quand on a un enfant de 14 ans, on n'a aucun contrôle là-dessus. Comment vous voulez les empêcher de découvrir ça? C'est impossible. On n'y peut rien. Il faut toujours être honnête. On n'est pas du tout dans le cas d'une personne qui ment, qui est manipulatrice ou qui déforme la vérité pour nuire à la réputation de quelqu'un. Elle faisait ça pour elle. Ses enfants n'avaient pas besoin que leur père leur dise quoi que ce soit. Ce sont des archives publiques. Michael Proctor, l'un des avocats de Joanne Dennehy, a fait connaissance avec elle quelque temps avant le procès. Je faisais ce travail depuis un certain temps. J'avais l'habitude de traiter des affaires qui pouvaient susciter des émotions très fortes. Mais elle avait un comportement qui m'a fait penser pendant un instant qu'on m'avait fait entrer dans la mauvaise cellule, que ce n'était pas ma cliente. Elle avait une attitude très inhabituelle pour quelqu'un qui fait face à ce genre d'accusation. Elle m'a donné l'impression d'être détendue. Elle n'avait pas du tout l'air affectée de se retrouver dans cette situation. C'était très étrange. Elle n'a jamais pensé que ces meurtres resteraient impunis. Ce n'était pas vraiment son intention. Ce qu'elle voulait, c'était devenir célèbre, être reconnue en tant que tueuse en série, qu'on sache qu'elle n'avait peur de rien, qu'elle était forte et dominatrice. Elle a même montré les corps à certaines personnes. Vu de l'extérieur, ça peut donner l'impression de voir une comédie sur une scène de crime. Mais quand on veut devenir l'un des pires tueurs en série de l'histoire, on essaie d'attirer l'attention. Et c'est exactement ce qu'elle a réussi à faire. Je ne la pensais pas capable de tuer. Je savais qu'elle pouvait être agressive physiquement, se battre avec des gens, parce que c'est ce qu'elle faisait quand on était ensemble. Suite à leurs premiers entretiens, ses avocats sont persuadés qu'elle plaidera non coupable. Je me souviens qu'elle était assise, on lui parlait du procès, on lui expliquait comment ça allait se dérouler. Elle répondait à nos questions. Elle ne s'est jamais montrée violente envers nous. Elle a pris un stylo que j'avais sur moi. Quand on est face à une femme qui n'a rien à perdre, évidemment, il y a des choses qui vous passent par la tête. Je me suis dit qu'elle pourrait tenter tout ce qu'elle voulait. Ça n'aurait rien changé pour elle. J'avais le sentiment d'être dans une étrange situation. Et puis, elle a posé le stylo. Je l'ai lentement écarté d'elle et je me suis assuré qu'il n'était plus à sa portée. Le procès s'ouvre le 21 novembre. Joanne Dennehy doit répondre de 3 meurtres et 2 tentatives de meurtre. John et ses enfants sont plongés dans une véritable tempête médiatique. Ça a été difficile. Les 5 premières semaines, avec tout ce qui sortait, ça a été très dur. Mais uniquement vis-à-vis de mes enfants, parce qu'on s'était construit une vie loin de tout ça. Tout d'un coup, ça vous retombe dessus de façon spectaculaire. On est mis face à ce qu'elle a fait et c'est très lourd. Même maintenant, 5 ans plus tard, je ne pense pas avoir réussi à assimiler et intégrer tout ça. Mademoiselle Dennehy avait un comportement atypique. Elle était très détendue, désinvolte, bavarde. Elle plaisantait. On aurait pu croire qu'elle était en société, dans une situation beaucoup moins grave qu'elle ne l'était en réalité. Et ses avocats ne sont pas au bout de leur surprise. Lors de sa première apparition devant la cour d'assises de Londres, elle a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. L'avocat principal, Nigel Leakey, a déclaré à l'audience, afin que ce soit officiellement consigné, que ce n'était pas ce qui était prévu. On nous a d'ailleurs donné un instant pour que l'on puisse s'assurer que c'était bien ce qu'elle voulait. Durant le procès, on a entendu dire que Joanne Dennehy
était une femme sadique et qu'elle prenait du plaisir à faire souffrir les autres. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle, ça ne fait aucun doute. Avant de se mettre à tuer, elle aimait déjà que les gens aient peur d'elle. Elle avait pris goût à la violence et à la manipulation. En fin de compte, ce n'était que l'aboutissement de tout ce qui s'était développé en elle. À l'approche du verdict, Joanne ne manifeste toujours aucun remords. Je me souviens très bien de la note qu'elle m'a transmise. C'était très court. Voici ce qu'elle nous a demandé de dire en son nom. Je ne regrette pas ces meurtres. Mais je suis désolé pour les gens qui promenaient leurs chiens. Je n'aurais pas dû les attaquer. Ils ne méritaient pas ça. Joanne Dennehy voulait qu'on la remarque. Si elle a dit au juge qu'elle n'avait aucun remords, c'est premièrement parce que c'était globalement la vérité. Elle avait de graves troubles de la personnalité. Et deuxièmement, parce qu'elle adorait provoquer. Elle aimait exister dans le regard des autres. Elle n'était pas du genre à se faire toute petite. Le juge l'a qualifiée de tueuse en série cruelle, calculatrice, égoïste et manipulatrice. Le 28 février 2014, Joanne Dennehy est condamnée à passer le restant de sa vie en prison pour avoir assassiné 3 hommes et tenté d'en tuer 2 autres. Elle est restée calme à l'énoncé de la sentence. On a eu recours à la perpétuité incompressible, ce qui est très rare au Royaume-Uni. Quand un juge prend cette décision, ça signifie que la personne en question n'aura plus jamais la possibilité de retrouver la liberté. Et il le fait pour une seule raison, parce qu'il estime que cet individu ne peut être ni soigné, ni réhabilité, et qu'il constituera toujours une menace pour les citoyens de son pays. C'est l'une des 3 femmes à avoir été condamnées à rester en prison jusqu'à leur mort. Ça montre à quel point elle est dangereuse. Il y a eu Myra Hindley, Rose West et maintenant Joanne Dennehy. Quand on représente une personne, bien souvent, les gens qui la connaissent viennent la soutenir. Ses parents, ses enfants, sa famille, ses amis. Je n'ai pas de souvenir qu'un membre de la famille de Joanne Dennehy se soit manifesté ou se soit présenté à nous. John a eu 2 filles avec Joanne, mais il n'a pas envisagé un seul instant d'assister au procès. Je ne lui donnerais même pas l'heure. Je ne lui tendrais même pas la main si elle était en train de se noyer. Pas après ce qu'elle a fait. John Trainor et ses filles sont des victimes dans cette histoire. La vérité, c'est que ces 2 enfants ont été privés de la possibilité d'avoir une mère aimante et compatissante. Et en ce qui le concerne, ça doit être terrible d'aller se coucher tous les soirs en pensant qu'on a fondé une famille avec une tueuse en série. D'autant plus qu'il y a aussi l'attachement qu'il peut ressentir, la stigmatisation et l'inquiétude des gens qui se demandent si les enfants ont hérité de ce profil. Ça doit être un calvaire. Cette femme a donné naissance à 2 enfants, mais elle ne voulait pas être leur mère. J'avais beau réfléchir, je ne m'en rendais pas compte. J'ai supporté tout ce qu'elle m'a fait endurer parce que je pensais agir comme il le fallait pour une mère et ses filles. J'ai l'impression que la justice ne fonctionne pas dans ce pays. Elle ne devrait pas avoir le droit de vivre. Elle ne sortira plus jamais, mais moi, je vais travailler tous les jours pour payer son séjour en prison. J'estime qu'elle ne devrait jamais être libérée. Elle devrait brûler en enfer. Malgré tout ce que Joanne Dennehy a pu lui faire, John ressent encore une certaine culpabilité. Ça nous éclaircit surtout sur sa propre nature. Et il se dit encore qu'il aurait peut-être pu, d'une certaine façon, l'empêcher de prendre la voie qu'elle a elle-même choisie. Mais ça signifie surtout qu'il n'a pas envie de croire qu'il a vécu avec une personne qui aurait pu le tuer. Et pourtant, il a eu de la chance de s'en sortir. Il aurait très bien pu finir dans l'un de ces fossés. Dans ce genre de relation, on a du mal à réfléchir. On est perdu. Je voyais bien qu'elle était un peu folle, qu'elle couchait avec le premier venu, qu'elle buvait trop, qu'elle était un peu violente envers les autres. Mais je n'ai jamais pensé un seul instant qu'elle pourrait faire ça. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit.
Des gens qui s'en vont parce qu'ils ont subi des violences conjugales, il y en a tous les jours. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti parce que je ne pouvais plus supporter cette situation. Je ne voulais plus que mes enfants vivent comme ça. Ça ne s'arrêtait jamais. Donc je l'ai quitté. Le seul regret que j'ai concernant ma relation avec cette femme, c'est d'avoir emmené ces 2 enfants avec moi. Mais je n'en pouvais plus. Et elle ne jouait aucun rôle dans leur vie. Donc je l'ai fait. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Dans les années 70, Robert Maudsley a tué 4 hommes, dont 3 alors qu'il était déjà incarcéré. On l'a surnommé le Hannibal Lecter britannique, ou encore Maudsley le cannibale. Mais avant tout, c'était mon oncle, le frère cadet de mon père. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre. On l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, où il a fait une nouvelle victime. Robert Maudsley a assassiné 4 hommes. Tous ces individus s'étaient rendus coupables d'abus sexuels. À ses yeux, ces meurtres avaient pour unique objectif de rétablir la justice. Il arrive que des individus passent à l'acte en se persuadant qu'ils ne sont pas des criminels, mais des héros. Robert Maudsley est considéré comme le détenu le plus dangereux de Grande-Bretagne. Il est à l'isolement total depuis 1979. Sa famille, on l'aime envers et contre tout. Peu importe ce qu'une personne a fait, c'est la famille. Il a fait ça pour se venger, tenter de prendre sa revanche sur son enfance malheureuse. Il faut appeler les choses par leur nom. Oui, c'est un tueur en série, mais c'est le seul condamné pour meurtre à avoir ensuite commis une série d'assassinats en prison. Le tueur en série Robert Maudsley est l'un des détenus les plus célèbres de Grande-Bretagne, où 66 personnes seulement purgent une peine de réclusion à perpétuité. Il a commis son premier crime à l'âge de 20 ans. À la suite de ce meurtre, il a été mis à l'écart de la société, plus exactement en étant interné à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor. C'est précisément pendant son séjour là-bas qu'il a entamé ce parcours meurtrier qui lui vaut aujourd'hui d'être considéré comme la pire menace en milieu carcéral dans le pays. Robert Maudsley a grandi dans la banlieue de Liverpool dans les années 60. La fratrie comptait 12 enfants. Dès son plus jeune âge, il a été placé dans un orphelinat avec ses 3 frères aînés et sa sœur. Gavin Maudsley est son neveu. Robert avait 6 mois et mon père environ 2 ans et demi. Apparemment, des voisins avaient contacté les services sociaux en accusant leurs parents de négligence. Puis on m'a raconté que 8 ou 9 ans plus tard, une famille s'est portée candidate pour adopter mon père. Mais avant de procéder à l'adoption, il fallait d'abord prévenir les parents biologiques et obtenir leur accord. À l'époque, mon père croyait qu'il était orphelin. Mes grands-parents se sont opposés à la procédure. Ils ont refusé l'éventualité qu'il soit adopté et les ont repris chez eux, alors qu'ils ne s'en étaient jamais occupés. Robert ne savait pas qu'il avait des parents. Il n'avait aucun souvenir d'eux, de leur visage. Les enfants pensaient être orphelins. Ça a dû être un véritable choc pour eux de devoir retourner auprès des parents abusifs à qui on les avait retirés. Ils sont rentrés chez eux, sous la garde de parfaits inconnus qui se sont mis à les battre et les envoyaient voler dans la rue. S'ils se faisaient attraper, ils prenaient des coups. Pour s'être fait prendre, pas pour avoir volé. Paul, le père de Gavin, lui a raconté que lui, Robert, sa sœur et leurs 2 frères s'entassaient dans la petite maison de leurs parents. Au fil des ans, la famille a accueilli 7 frères et sœurs de plus. Ils ont souffert. Ils étaient maltraités, ils dormaient par terre dans une chambre, sur un simple matelas avec un simple manteau sur eux. Il n'y avait ni drap, ni couverture. S'ils faisaient une bêtise, on les enfermait dans la pièce pendant des semaines. Le père des enfants est un homme violent. Mon père disait que c'était Robert qui en bavait le plus.
Parce que, pour une raison inconnue, mon grand-père ne l'aimait pas. La vie était dure pour tous les enfants, mais Robert souffrait plus que les autres. Il paraît qu'une fois, leur père est arrivé dans la chambre avec une carabine à air comprimé chargée et qu'il l'a frappé si fort qu'il lui a cassé l'arme sur le dos. Il n'est pas rare que l'enfant le plus jeune ou le plus faible de la famille devienne le souffre-douleur. Déjà, il faut s'occuper des enfants. Les parents maltraitants, ça les énerve, ils n'ont pas que ça à faire. Ensuite, au vu de leur jeune âge, ils sont plus fragiles et plus vulnérables, et par conséquent plus malléables et susceptibles d'être contraints. Pourquoi? Qui peut faire ça à un petit garçon? Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est de la violence gratuite, c'est tout. C'est facile de profiter d'un enfant qui croit qu'il ne vaut rien parce que ses parents l'ont abandonné. Et puis ils l'ont repris, tout ça pour le battre et l'humilier. Au bout d'un an, ils l'ont envoyé vivre en foyer, et il a dû en avoir tellement marre qu'il a fini par fuguer. À 16 ans, Robert s'enfuit du foyer où il a été placé. Ses frères aînés ont réussi à quitter la maison familiale et son climat délétère. Après toutes ces années de sévices, Robert s'est réfugié à Londres. Mon oncle Kevin est parti je ne sais pas trop où. Mon père a déménagé et a rencontré ma mère. Les trois frères se sont perdus de vue pendant un bon moment. Londres semblait être le choix idéal. C'était une ville dynamique, la promesse d'un nouveau départ, le lieu de tous les possibles. En réalité, Robert et les autres se sont retrouvés confrontés à une misère et une précarité inimaginables. C'était un endroit gangréné par la dépravation et où chaque coin de rue pouvait se transformer en traquenard. À tout juste 18 ans, Robert se prostitue pour gagner sa vie. Il côtoie les marginaux et les personnes défavorisées. Maudsley a été victime de viol quand il était à Londres, et le coupable était l'un de ses acolytes. Il a rencontré un type qui lui a montré des photos d'une fillette en lui racontant qu'il avait abusé d'elle. Mon oncle, ça l'a rendu fou. Et il l'a étranglé. Puis il est allé de lui-même au poste de police pour se rendre. Il a dit, voilà, je viens de tuer un détraqué sexuel. Il faut que vous m'aidiez. John Farrell était ouvrier en bâtiment. Il avait invité Maudsley chez lui pour avoir des relations sexuelles. Et Maudsley l'a tué de sang-froid. Disposé à avouer son crime, Robert croit qu'on va l'aider, comme il le souhaite si ardemment. Contrairement à de nombreux autres tueurs, Robert Maudsley s'est rendu aux autorités à la suite de son premier meurtre. Il n'était pas stupide. Il était parfaitement conscient qu'au final, il serait condamné pour avoir commis cet acte criminel. Pourtant, il a agi délibérément. Il s'est livré à la police. Déjà parce qu'il savait qu'il représentait un danger pour la société, et puis parce qu'il était évident qu'il y aurait des conséquences. Il était très lucide, ce qui est assez rare chez les gens comme lui. Robert est livré à lui-même. Sa famille s'est dispersée aux quatre coins du pays. Ils ont leur propre vie désormais. Mais ils ne l'ont pas oublié pour autant. Mon père ne savait pas où était Robert. Il a appris par hasard qu'il avait tué quelqu'un en lisant le journal. Je savais qu'il était en prison et qu'il avait fait quelque chose de mal, mais on m'avait caché la vérité quand j'étais enfant, pour des raisons évidentes. Et puis un jour, je devais avoir 12 ou 13 ans, j'étais au collège. L'un de mes copains était en train de lire un journal, peut-être le Daily Mirror, je sais plus. Il y avait une double page intitulée « Maudsley le cannibale » ou « Le Hannibal Lecter britannique », avec un reportage, et puis une photo de l'homme. Il ressemblait à mon oncle. L'un de mes copains a dit « C'est qui ce Maudsley? Il est de ta famille ?» Et là j'ai compris tout de suite que c'était mon oncle Bob. J'en ai profité pour lire l'article et prendre la mesure de ce qu'il avait fait dans les moindres détails. Quand je suis rentré, j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit « J'ai vu cette histoire dans le journal sur oncle Bob » et elle m'a expliqué précisément ce qui s'était passé. Maudsley est incarcéré pendant 3 ans pour le meurtre de Londres. Son comportement en prison va le rendre tristement célèbre.
En le surnommant Maudsley le cannibale, ou le Hannibal Lecter britannique, la presse a montré à quel point elle aime faire dans le sensationnel avec les affaires criminelles. La vérité, c'est qu'il n'a jamais mangé aucune de ses victimes. Effectivement, il les a assassinées de manière particulièrement barbare. Mais à aucun moment, il ne s'est livré au cannibalisme. C'est très important de préciser ce point, parce qu'en le traitant de cannibale, on le déshumanise encore davantage. Et on a tendance à ne plus prendre en compte la logique et les instincts qui l'ont poussé à commettre ces meurtres. On ne peut pas nier que ce qu'il a fait est mal, mais on oublie parfois que son passé a joué un rôle primordial. Et l'histoire de Robert Maudsley vaut vraiment la peine d'être entendue. C'est mon oncle très spécial. Forcément, je ne peux le comparer à aucun autre, de quelque manière que ce soit. Les autres, ce sont simplement mes oncles, vous voyez. Oncle Bob a fait ces choses totalement insensées, c'est un peu devenu une espèce de mythe. Pour ma famille, c'était comme si un gros nuage noir avait obscurci le ciel. J'aimerais que ça change parce que ça dure depuis trop longtemps. Je trouve qu'on a suffisamment souffert. On devrait simplement profiter d'être tous ensemble. La grande majorité de ceux qui commettent des homicides en arrivent là parce que la vie les a rendus comme ça. Comme la plupart des autres meurtriers, on lui a appris à être violent, brutal. En bref, à tuer. C'est ce qu'il a vécu dans son enfance qui a forgé son caractère. Son père lui tapait dessus régulièrement. Comment pouvait-il savoir s'il allait s'arrêter? Il n'en savait rien. Mais s'il n'arrêtait pas, c'était la mort assurée pour Robert. Cet homme et cette femme qui n'étaient pas dignes d'être mères auraient dû tout faire pour le protéger. Au lieu de ça, ils se sont acharnés sur lui. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Il était à la merci de ces maniaques. Toute cette rancœur accumulée était une bombe à retardement. Oncle Bob était quelqu'un d'extrêmement doué et intelligent. Mais il suffisait d'une fraction de seconde pour que ses démons prennent le dessus. En 1974, Robert Maudsley est placé en détention provisoire après avoir avoué le meurtre de John Farrell. Il est déclaré pénalement irresponsable et condamné à l'internement à vie dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Mon père était en train de lire le journal. Il est tombé sur cette histoire de meurtre qui s'était déroulée à Londres. Et il était mentionné le nom de Robert Maudsley. Il était convaincu qu'il s'agissait de son frère. Il a dit « Des Robert Maudsley, il n'y en a pas 50 ». Il a été admis à Broadmoor, qui est censé être un hôpital, mais ce n'en est pas un. Les hôpitaux, ce sont des endroits où l'on va pour guérir, pour aller mieux, pour se faire soigner. Il avait cette colère qui bouillonnait en lui et son séjour là-bas n'a fait qu'empirer les choses. Il n'a jamais tué d'innocents. Il n'épiait pas ses futures victimes. Il ne s'agit pas d'hommes ou de femmes qui ont brusquement disparu et qu'on n'a jamais revus. Mon oncle a fait des choses horribles, je ne dis pas le contraire. Mais il est uniquement coupable d'avoir rendu justice lui-même. J'arrive à lui trouver des excuses. Ça ne m'étonne pas vraiment que Gavin et sa famille ne ressentent aucune honte en lien avec les actes de Robert Maudsley. À leurs yeux, il a simplement éradiqué une sorte d'épidémie. Pour eux, les pédophiles sont comme une maladie contagieuse. Ces meurtres avaient pour unique objectif de rétablir la justice. Il arrive que des individus passent à l'acte en se persuadant qu'ils ne sont pas des criminels, mais des héros. Du moment que vous parvenez à comprendre ses motivations et les justifications qui l'ont poussé à agir ainsi, vous n'avez aucune raison de le rejeter. Robert a reconnu son premier meurtre en croyant qu'en prison, il recevrait les soins psychiatriques dont il pensait avoir besoin. Quand ses espoirs ont été déçus, il a recommencé à tuer. Robert Maudsley a commis son deuxième homicide alors qu'il était interné à l'hôpital de Broadmoor. Aidé par un autre résident de l'établissement, il a forcé un homme du nom de David Francis à le suivre sous la menace d'un couteau. Ils l'ont emmené dans une remise et ont fermé la porte à clé. Puis, ils l'ont torturé pendant 9 longues heures. Ils se sont livrés à des actes de barbarie absolument inqualifiables sur cet individu. Mon oncle Bob a retenu cet homme prisonnier. Il s'est enfermé avec lui dans une pièce. Ça a duré plusieurs heures. Et pour finir, il lui a fracassé le crâne contre le mur. C'était un véritable carnage. Maudsley lui avait explosé le crâne. Et comble de l'horreur, on a retrouvé une cuillère plantée dans son cerveau.
Maudsley a déclaré qu'il ne s'en était pas servi pour manger sa cervelle, mais le mal était fait. Ce qui est incompréhensible, c'est que tout ça ait pu durer 9 heures. Soit le personnel n'a pas pu entrer dans la pièce, soit il ne s'est rendu compte de rien. Quoi qu'il en soit, personne ne les a arrêtés. On a vraiment du mal à imaginer comment un être humain peut en torturer un autre pendant des heures. Mais c'est ce que Robert Maudsley a fait. Il a profané le corps de cet homme, comme son propre corps avait été profané à plusieurs reprises à ses yeux. Il s'est vengé de tous ces moments de souffrance, de la douleur et de la terreur qu'il avait éprouvés en se déchaînant sauvagement sur sa victime. Il s'était fait un tableau dans sa tête de tout ce que devait subir cet individu, alors qu'il ne le méritait probablement pas. Maudsley a tenté de se justifier en disant que cet homme était un pédophile et que par conséquent, il l'avait bien cherché. Il est évident qu'à ce moment-là, toutes les blessures psychologiques que Maudsley portait en lui se sont rouvertes. Il a fait payer à sa deuxième victime tous les traumatismes qu'il avait subis. Robert a ôté la vie à John Farrell et maintenant à David Francis. Il ne peut plus rester à Broadmoor. Il est alors transféré à la prison de Wakefield, surnommée Monster Mansion. Il a plaidé coupable et s'est retrouvé à Wakefield, un centre pénitentiaire de haute sécurité. Ils l'ont mis dans un quartier ouvert avec des violeurs, des assassins, des pédophiles et des détraqués sexuels. Il n'a pas compris ce qu'il faisait là. Lui, il voulait qu'on le mette à l'isolement. Il voulait être tout seul. Robert Maudsley est quelqu'un d'intelligent. Il a commencé par prendre toutes les mesures adéquates pour tenter d'obtenir l'aide dont il avait besoin et qu'il aurait dû recevoir. Mais tout le monde l'a ignoré. Il s'est dit qu'il n'avait peut-être pas fait suffisamment de bruit pour qu'on l'entende. Il a choisi de tuer quelqu'un et de se rendre pour mettre les autorités devant le fait accompli. Dans cet environnement, le délinquant sexuel est une victime toute trouvée. Quand Maudsley a entrepris de se venger, il a cherché un résident qui était déjà fortement stigmatisé par les autres sur le plan moral. En 1978, Robert repère ses 2 prochaines victimes, des détenus qu'il pensait être des pédophiles. Il a passé beaucoup de temps à essayer d'attirer des prisonniers dans sa cellule. Par la suite, un certain nombre d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient été tentés d'accepter, mais qu'ils avaient finalement refusé. Ils ont eu le bon réflexe. S'ils étaient entrés dans cette cellule, ils seraient morts. Mais au final, 2 hommes ont pris la mauvaise décision et l'ont payé de leur vie. On a entendu dire qu'il avait prévu de supprimer autant de personnes qu'il pouvait, une dizaine environ. Je ne sais pas combien précisément. En tout cas, il a réussi à en tuer 2 dans la même matinée. Il est entré dans le bureau des surveillants, a jeté un couteau encore ensanglanté sur la table et leur a dit « Il va vous en manquer 2 à l'appel ce soir ». Il a cassé la tête d'une cuillère en plastique pour en faire un outil pointu et il a enfoncé ce couteau improvisé dans l'oreille du malheureux, tellement loin que ça a touché le cerveau. Il l'a agrippé par les jambes et l'a fait voler contre le mur en lui fracassant le crâne au passage. Il a dissimulé le corps sous le lit, puis est parti à la recherche de sa prochaine victime. Son but était de tuer autant de délinquants sexuels que possible dans la prison. Pour autant que je sache, le 2e détenu qu'il a massacré n'était ni un délinquant sexuel ni un pédophile. Il était incarcéré pour avoir violé et assassiné sa femme. Quoi qu'on en dise, c'était quand même un criminel. Pour moi, ce n'était pas un innocent. Bref, mon oncle a ôté la vie à 2 personnes ce matin-là. Robert Maudsley était convaincu d'avoir de bonnes raisons de se livrer à ces agissements. À ses yeux, les pédophiles étaient de la vermine qu'il fallait à tout prix exterminer. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, il y a une grande partie de la population britannique qui pense comme lui. Ils sont probablement nombreux à se dire qu'il a bien fait de prendre ce genre d'initiative. Quoi qu'il en soit, il faut absolument garder à l'esprit que donner délibérément la mort à un autre être humain est le crime le plus grave qui soit. C'est l'acte le plus déplorable dont on puisse se rendre coupable. Je pense que tout est une question de hasard. Dans toutes les affaires de meurtre, les victimes sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les assassins s'en prennent à une figure parentale en quelque sorte. Maudsley a probablement choisi de s'attaquer à des pédophiles parce qu'en prison, ce sont eux qui sont le plus brimés et persécutés.
C'est la chasse aux pointeurs, aux détraqués sexuels qui subissent de nombreuses violences. Au final, les préférences sexuelles des victimes ont joué un rôle négligeable. Les autorités prennent des mesures drastiques pour empêcher Maudsley de tuer à nouveau. Leur idée sera reprise dans un célèbre film hollywoodien. C'est à partir de là qu'il a été placé à l'isolement total. En 1983, ils ont construit exprès pour lui une cellule en plexiglas dans la prison de Wakefield. L'écrivain Thomas Harris s'en serait inspiré pour son livre Le silence des agneaux, publié en 1988 et adapté au cinéma 3 ans plus tard. Gavin Maudsley a 12 ans quand il découvre pourquoi son oncle Robert a fini derrière les barreaux. Ce n'est pas tous les jours qu'on apprend que son oncle est un tueur en série qui a fait 4 victimes. C'est assez perturbant d'entendre une histoire pareille. Aujourd'hui encore, quand je raconte cette histoire à des gens pour la première fois, ils sont très choqués. Et c'est aussi ce que j'avais ressenti pour ma part. J'étais stupéfait et j'avais de la peine parce que ça mettait notre famille dans une position délicate. Tout d'un coup, notre univers familial s'était assombri et chacun d'entre nous faisait face comme il pouvait. La vérité crue est apparue à Gavin. Son oncle était surnommé le loup-garou de Wakefield et il avait tué des gens. Ça a été un choc immense, c'est certain. Mais en général, dans n'importe quelle famille, les parents veulent protéger leurs enfants. Et ceux de Gavin ont bien joué leur rôle. Comment fait-on pour engager une telle discussion? Comment peut-on dire à un petit garçon « Alors voilà, ton oncle a commis 4 meurtres ». C'est très difficile pour un enfant de digérer ce genre d'informations. Et même si ça vaut toujours mieux d'être honnête, beaucoup de gens ont du mal à expliquer un tel comportement de la part d'un membre de leur famille. Paul, le frère de Robert, ne l'a pas revu depuis qu'ils avaient fui les violences domestiques à l'adolescence. Quand il se rend compte qu'il est en prison, il entreprend de renouer des liens. Je l'ai vu pour la première fois quand j'avais 18 mois. On m'avait emmené au centre pénitentiaire pour lui rendre visite. Ma mère m'avait dit que pour nous, ça ne se passait pas du tout comme pour les autres familles. Bob se trouvait à l'écart, dans les sous-sols du bâtiment. On traversait la prison pour aller tout en bas. On nous faisait entrer dans une pièce. Il y avait une table au milieu et 6 gardiens contre le mur du fond. Une fois que mon père, ma mère et moi étions là, 6 autres gardiens amenaient Bob et se postaient contre le mur d'en face. Il y en avait donc 6 ici, 6 de l'autre côté, et ça terrifiait ma mère. Ce n'était pas le fait de rendre visite à Bob qui lui faisait peur, mais ce climat anxiogène. Il était dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, réservé aux criminels dangereux. Il était destiné à finir sa vie à l'isolement total. Et ce n'était pas pour sa sécurité, mais pour celle des autres délinquants sexuels incarcérés. Qui sait s'il n'aurait pas continué sur sa lancée? Il avait déjà pris le maximum. La justice ne pouvait pas faire plus. La priorité était donc de protéger les autres détenus. Robert sait depuis longtemps qu'il a besoin d'être aidé par les pouvoirs publics. Il disait souvent que quand il avait tué ces personnes, c'était le visage de son père qui lui était apparu. De mon grand-père. Il disait que s'il avait réglé leur sort à ses parents, peut-être qu'aucun de ces hommes ne serait mort. Ce qui est particulièrement troublant dans cette affaire, c'est que lors de son procès pour meurtre en 1979, il a dit « Quand je tue des gens, je pense à mes parents. » À tous les niveaux, chaque crime était un acte de vengeance pour ce qu'il avait subi pendant toutes ces années. Pour lui, c'était comme s'il tuait ses parents. Il n'était plus conscient que ce n'était pas eux en réalité. Ces hommes avaient pris leur place. Il se pensait supérieur à eux. Donc il pouvait prendre le dessus et les éliminer. Et pour une raison obscure et totalement irrationnelle, ce n'étaient pas eux qu'il voyait, mais son père et sa mère. Donc il les a assassinés parce qu'il voulait faire disparaître ses parents. Les violences infligées par leur père à Robert et ses frères et sœurs les ont détruits, mais elles les ont également rapprochés. La relation avec ses frères est revenue au premier plan comme lorsqu'il était enfant. Ils lui ont offert un soutien total et inconditionnel. Et c'est formidable. Ses frères savaient qui il était vraiment. Ils respectaient son intelligence et sa détermination, et ils avaient décidé d'être là pour lui.
Maudsley a tué 4 personnes jusqu'ici, John Farrell, David Francis, Solney Daroud et Bill Roberts. J'ai de la peine pour leur famille, pour ce qu'elles ont perdu. Ces hommes, ils avaient des enfants, des frères, des parents. Mais je me dois aussi de voir le revers de la médaille en me disant que c'était des sales types. Il faut bien que je puisse justifier ces actes. Au vu du danger extrême qu'il représente, Maudsley est enfermé dans une cellule spéciale à Wakefield. Sa nouvelle cellule est en verre transparent. Elle mesure 5,50 m sur 4,40 m. Elle ressemble beaucoup à celle que l'on voit dans le film sur la vie d'Hannibal Lecter. Les conditions de détention de Maudsley sont étrangement identiques à celles de ce personnage. La cellule ne contient que le strict nécessaire. Il reste assis là toute la journée, tout comme le psychopathe dans le film. Il a un regard magnétique, très perçant, un teint très pâle et une tignasse de cheveux noirs rebelles. On pourrait dire qu'à tous les niveaux, il ressemble vraiment à un personnage typique de film d'horreur. Sa cellule a été fabriquée sur mesure. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve habituellement en milieu carcéral. Ce système a été mis en place pour tenter de mettre fin aux incidents répétés au sein de la prison de Wakefield. Le but était de permettre à Robert Maudsley de continuer à mener sa vie tout en garantissant la sécurité des surveillants pour éviter que l'un d'eux ne devienne sa 5e victime. La famille de Robert ne partage pas les inquiétudes du personnel pénitentiaire et lui rend visite chaque fois qu'elle en a l'occasion. Quand on va à Wakefield, on ne s'approche jamais des autres quartiers de la prison. D'abord, on traverse tous les couloirs du bâtiment. Ensuite, on passe devant la cour de promenade, puis on descend au sous-sol. Souvent, Charles Bronson m'apostrophe d'en haut. Le célèbre détenu se trouve également dans cette aile. Ils mettent Bob dans une cellule et nous on va dans une autre à côté, où l'on peut s'asseoir sur un canapé. Habituellement, on peut fermer la porte parce qu'il y a un gardien devant. Il m'a rencontré quand j'avais 18 mois. Mon premier prénom, c'est Robert. Si quelqu'un a le droit de le voir, c'est moi. Si on m'a appelé comme un tueur en série, autant qu'on me laisse aller lui rendre visite, non? C'est vrai que je préfère en rire. Je ne veux pas prendre ça trop au sérieux parce que toute cette souffrance et cette angoisse, c'est du passé maintenant. Bien sûr, c'est toujours pénible à vivre comme situation, pour tout le monde. Mais mon oncle a laissé tout ça derrière lui maintenant. Il est incarcéré depuis 45 ans. J'en ai 42. Autrement dit, il a passé plus de temps en prison qu'il s'en est écoulé depuis ma naissance. Vu comme ça, c'est difficile à comprendre. Gavin et son oncle ont développé un lien très fort. Ils se donnent régulièrement des nouvelles. Il aime beaucoup m'écrire. Il me raconte ce qu'il a regardé à la télé, me recommande certains programmes dont il a vu la bande-annonce, me demande si j'ai vu tel ou tel film. Je lui indique les dates de diffusion des courses de Formule 1, mais ce qu'il préfère, ce sont les documentaires animaliers, comme ceux d'Attenborough. Les lettres de Robert Maudsley sont très intéressantes. Elles permettent de mieux cerner son caractère, sa personnalité. Dans sa correspondance, il parle beaucoup d'art, de poésie, bref, de choses raffinées, de ce qui donne du sens à notre existence. C'est un contraste frappant avec son quotidien très dur et austère. Il signe ses lettres Wolfie. En prison, on l'avait surnommé The Wolfman of Wakefield, le loup-garou de Wakefield. Il refusait de se raser et de se couper les cheveux. Résultat, il avait les cheveux très longs et une barbe qui lui arrivait au milieu du torse. D'où ce petit nom. Il n'a plus cette apparence aujourd'hui, mais le surnom est resté. Et je l'appelle encore Wolfie. Quelque part, je crois que c'était pour se sentir plus puissant. Il a décidé d'assumer ses remarques négatives. Certains termes ont une connotation plus forte que d'autres. D'un autre côté, ça lui conférait quand même un certain statut de se faire appeler le loup-garou de Wakefield. Un loup est une créature imposante, dominante, dangereuse. Alors même si Maudsley utilisait ce surnom de façon désinvolte, ça dénotait une personnalité narcissique comme un complexe de supériorité. Durant son séjour à la prison de Parkhurst, sur l'île de Wight, Robert fait la connaissance du docteur Bob Johnson, psychiatre en milieu carcéral, qui lui accorde enfin l'aide qu'il réclame depuis si longtemps. J'ai visité la prison en mai 1991. On m'a fait faire le tour du pavillon médical.
Après m'avoir montré l'essentiel, ils ont ouvert la porte principale d'une cellule. Il y avait une porte grillagée juste derrière. J'ai distingué une silhouette émaciée qui faisait penser à Moïse. De longs cheveux fins, un visage creusé, l'air malheureux comme les pierres. J'ai noté dans ma tête pour plus tard qu'amener cet homme à collaborer ne serait sûrement pas évident. Et j'ai dû patienter 2 ou 3 ans avant que le médecin-chef ne m'autorise à accéder au pavillon médical pour que Robert Moseley entame une thérapie. J'ai réussi à venir à bout de sa méfiance envers les personnes en position d'autorité, et il a accepté de se confier à moi. Au début, c'était très compliqué, parce que les séances se déroulaient dans sa cellule. Lui était assis sur son lit à côté de la fenêtre, quant à moi, j'étais assis à côté de la porte. Je l'avais prévenu, si jamais vous me faites peur, je m'en vais. Il a commencé à parler de son passé, puis il s'est un peu trop approché et il a dit « J'ai les mains moites ». Je lui ai dit « Je vous avertis, je sors ». On avait passé une sorte de marché. Au bout d'un certain temps, il s'est laissé convaincre que j'étais en mesure de l'aider. On avait un accord. C'était un point essentiel. Et on travaillait bien ensemble. And feel the emotions of the child, but we realised there's certain hazards to actually doing that. But how do we still get in there? How would you describe the progress that you're making? The progress of today, I think you've come more into the room with me, even though we're at a distance. Right. I'm able to talk about things, a lot more things today than I was able to, say, 6 or 9 months ago. Les séances de Robert avec le Dr Johnson durent seulement 3 ans. We see the thing, Bob, and well, I say I know in the past when I've tried to sort of face these things. What's the thing? You know, I'm just capable of doing anything, Bob, as the adult here. Exactly. And that's what I've got to be cautious of, you know. Absolutely right. You're keeping the speed on these things, right? All I'm doing is saying this is where we're going to move in due course. I think what I've been doing, I think I'm effectively putting in pieces. Right. But I have to make sure the pieces fit. Well, they will eventually. That's right. Yes, you do. You have to piece them together. Yeah. And I think that's come out fairly well. I do. I think you're doing brilliant. I mean, you know. À partir de là, il ne peut compter que sur sa famille. Je garderai ces lettres toute ma vie. Pour moi, c'est comme une preuve que j'aime vraiment mon oncle Bob. Vous comprenez ? Qu'il n'est pas simplement le monstre que décrivaient tous les journaux. Ce sont les propres mots de Robert Moseley. Et il me raconte une toute autre histoire. J'ai découvert une personne totalement différente du portrait qu'en avait fait la presse à sensation. Franchement, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça que ces lettres auront toujours une place à part dans mon cœur. Le reste du monde considère cet homme comme une abomination, mais grâce à elle, je sais que ce n'est pas vrai. Elles le rendent plus humain à mes yeux. Voilà à quoi elles servent. Robert mentionne souvent l'orphelinat dans lequel il a vécu avec ses frères avant qu'ils ne soient rendus à leurs parents. Plusieurs fois dans sa correspondance, Robert s'est remémoré les bons souvenirs qu'il avait de Nazareth House. J'ai ici l'une de ses lettres, dans laquelle il y a consacré un petit paragraphe. Je vous lis le passage. « Tu as raison, Gavin. On essaie de passer de bons moments quand on est réunis, nous, les 3 mousquetaires. Comme dans les années 50, quand on était tous ensemble à Nazareth House, à Crosby. Au moins là-bas, personne ne pouvait nous faire de mal. Et on se sentait chez nous. Même si les sœurs n'étaient pas démonstratives et n'avaient pas de gestes affectueux envers nous, au moins on était vêtus, nourris et soignés. On pouvait se comporter comme des enfants sans être punis pour ça. Il a été heureux dans cet orphelinat. C'est drôle que Kevin, Paul et Robert Moseley se soient baptisés les 3 mousquetaires. Les vrais étaient de bons samaritains. Ils étaient toujours là au bon moment. Ils étaient épris de justice. Je suis convaincue que les 3 frères ont choisi ce surnom pour encore une fois se désolidariser de l'horreur et se voir comme des gens qui comprenaient pourquoi Robert avait commis ces crimes. Nazareth House a été le dernier endroit où l'on a été heureux tous ensemble. La lettre se termine comme ça. C'est réconfortant de savoir que leur vie a été plus douce quand ils étaient ici. C'est touchant.
C'est sympa aussi de pouvoir visiter le lieu où il a vécu tous ces bons moments. Je suis content d'être venu. Les Trois Mousquetaires, Nazareth House, c'était là. À chaque fois qu'il a tué l'un de ces hommes, c'était uniquement des actes épisodiques, des instants de folie passagère en quelque sorte. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le gars qu'on regarde vivre toute la journée à travers une paroi en verre. C'est simplement un pétage de plomb qui s'est produit à un moment précis. Pour avoir brutalement assassiné 4 hommes, Robert Maudsley a été condamné à la réclusion à perpétuité. Mais cela a également eu des conséquences inattendues sur ses relations avec sa famille. Le fait que les 3 frères se soient retrouvés après toutes ces années, ça leur a permis de resserrer les liens. Ces 3-là ont besoin d'être en contact. Chacun de leur côté, ils n'arrivaient pas à avancer. Ils restaient prisonniers du passé. Maintenant qu'ils sont réunis, ils ont pu surmonter ça, ils peuvent se voir. Quand on leur rend visite, ils racontent toujours des histoires de quand ils étaient gamins. Au final, on aimerait tous ne voir que les bons côtés de ce qu'on aime. Ça fait partie de nos racines. C'est nécessaire pour avoir des relations apaisées. Imaginez que l'un de vos proches soit en prison. Si vous parvenez à comprendre comment il en est arrivé là, si vous sentez que la personne est intelligente, bienveillante, attentionnée, si ça se passe bien quand vous êtes avec elle, tout d'un coup, la noirceur disparaît. Vous ne voyez plus l'horreur, vous ne voyez plus le mal. Vous avez simplement en face de vous quelqu'un qui a tenté de réparer l'injustice qu'il a subie, mais qui s'y est mal pris et qui a été puni pour ça. J'aime la situation aujourd'hui. On les appelle les Trois Mousquetaires, mon père, Kevin et mon oncle Bob, parce qu'ils sont enfin réunis. Du coup, je me suis surnommé D'Artagnan. Moi aussi, je suis entré dans l'arène. Ils s'entendent très bien tous les 3. Si vous rencontriez Robert, vous auriez du mal à croire qu'il s'agit de l'homme qui a provoqué ce déchaînement médiatique. Il est tellement drôle, il a beaucoup d'humour. Robert Maudsley est le plus ancien détenu de Grande-Bretagne placé à l'isolement total. Some similarities in terms of the same prison bond, in terms of being placed in strong boxes, cages. It's so much like a room, so much like a cupboard. You know, and don't forget, there are times when they strip me naked, just like my father used to strip naked. There's so many similarities in terms of shoving food and just falling on the floor. C'est une sentence totalement inhumaine. Il est connu pour être l'individu le plus dangereux de la prison, mais ce n'est pas vrai. C'est impossible. Je suis resté dans une cellule face à cet homme pendant 4 heures en tout, en train de discuter de sujets dérangeants. Ce n'est pas un nuisible qu'il faut isoler à tout prix. Maudsley a changé. C'est devenu quelqu'un de plus calme, de plus serein. Aujourd'hui, il est en paix avec lui-même et le monde qui l'entoure. Il est toujours considéré comme une menace. Dès qu'il quitte sa cellule, il est escorté par 6 gardiens. C'est révélateur du fait que le personnel pénitentiaire est toujours préoccupé par l'état d'esprit de Maudsley et redoute qu'il commette un jour un nouveau meurtre. Gavin, pour sa part, ne voit aucune raison de se méfier de Robert. C'est le frère de son père. Il fait toujours partie de la famille proche. D'une certaine façon, on pourrait dire que ces crimes leur ont permis de se retrouver. Je crois aussi que ça a vraiment renforcé un lien qui ne pourra plus jamais être brisé. Ils ont grandi ensemble, la vie les a éloignés, puis ils se sont réconciliés. Ils resteront inséparables jusqu'à la fin. Ils ont traversé trop de choses ensemble, enduré trop d'épreuves. Du coup, ils forment un groupe très soudé. Ils se soutiendront toujours mutuellement, quoi qu'il arrive. Je pense que n'importe quelle famille ressentirait de la honte si Robert Maudsley était l'un des leurs. Et il n'y aurait rien d'anormal à ça. Si Robert Maudsley était votre oncle, votre cousin ou qui sais-je encore, on pourrait comprendre que vous n'ayez pas envie de le crier sur les toits. Ce serait assez logique que vous souhaitiez dissimuler cet aspect de l'histoire familiale.
Pourtant, Robert a des rapports très chaleureux avec la plupart de ses proches. C'est un homme aimant dans son cercle familial qui se trouve aussi être un tueur en série, lequel s'apprête à battre un record, celui du détenu britannique qui aura passé le plus de temps à l'isolement. Il n'y a que 3 personnes qui sont autorisées à lui rendre visite. Mon père, mon oncle Kevin et moi. Comme attesté par le ministère de l'Intérieur, Robert est officiellement le détenu le plus dangereux de Grande-Bretagne. On ne peut pas uniquement s'attacher à une seule facette du personnage, celle du psychopathe. Certes, il a été un individu très violent et malveillant, et il le reste. Mais certains aspects de son histoire personnelle viennent contrebalancer cette image et peuvent nous rendre sensibles à son calvaire. Ça fait plus particulièrement ressortir le fait qu'il a été soumis à une période d'incarcération terriblement longue et extrêmement dure à vivre. Il a été forcé d'endurer un chemin de croix que personne ne devrait se voir imposer. Il n'a eu aucun contact avec un autre être humain depuis maintenant 4 décennies. C'est absolument ahurissant. Il a énormément souffert dans son enfance et il a commis des actes très graves au cours de sa vie d'adulte. Mais il n'est pas irrécupérable. On peut le soigner, il peut se racheter. Il serait capable de trouver un emploi et de gagner sa vie s'il pouvait s'investir dans ce projet sur le plan psychologique et intellectuel, y mettre toute sa persévérance et sa détermination. C'est ce que je voudrais qu'il fasse. J'aimerais qu'il se dise « Ces hommes sont morts à cause de toi, alors rattrape-toi, gagne de l'argent, efforce-toi de dédommager les familles. Fais ce qu'il faut pour rectifier le tir et arranger les choses. Et explique-moi, ainsi qu'à l'ensemble de la population, pourquoi tu ne tueras plus. » L'affaire Robert Maudsley est assez déconcertante pour moi. Je me dis que c'est quelqu'un qui ne serait probablement jamais devenu un meurtrier s'il avait reçu une éducation correcte. Il aurait sûrement pu devenir une personne formidable qui aurait gagné à être connue. Mais à cause des tortures et des maltraitances qu'il a subies, de ses troubles de la sexualité, de cette honte terrible qui pesait sur lui, ses pulsions meurtrières ont pris le dessus et l'ont poussé à agir de manière instinctive. Ce qui aurait normalement dû rester latent au fond de lui a fini par s'exprimer et le rendre dangereux. C'est regrettable qu'on l'ait enfermé comme une bête sauvage. Sa famille, on l'aime envers et contre tout. Peu importe ce qu'une personne a fait, c'est la famille. La nôtre a dû livrer un combat assez atypique. On a tous enduré les mêmes tourments, mais ils ont eu des conséquences différentes pour chacun d'entre nous. Et c'est pour Bob que les effets ont été les plus désastreux. C'est pour ça que le trio fraternel a dû se reformer, pour être plus fort et surmonter ça ensemble. En tant qu'être humain, Robert fait preuve d'une loyauté sans faille envers les siens. C'est comme ça que je le décrirais. Il a le sens de la famille, il est totalement dévoué à ses proches. Il n'a jamais reçu d'amour de ceux qui auraient dû le lui donner de façon inconditionnelle, ses parents. Et il l'a finalement trouvé auprès de ses frères. Dieu merci. But what we have to accept is that part of my makeup in terms of social function, relationships and so forth, effectively does stem back from the experience of childhood. Terrified, petrified, frightened, scared, shitless, everything totally powerless. We can turn around and say, okay, quite a lot of bad things have happened to us, you know, we've done quite a lot of things, you know, bad things, etc. But at the end of the day, we should come clean with our consciousness and our spirit and our souls to the extent that we can turn around and say, okay, let's be reborn again.